théâtre La Reine Blanche, scène des arts et des sciences à Paris 18e, est heureux de vous présenter ses conversations sonores. Aujourd'hui, nous accueillons Florian Azoulay. Florian Azoulay est auteur, dramaturge et metteur en scène. À l'école La Salle Blanche, au 19 de la rue Marx d'Ormois à Paris 18e, il est directeur artistique et pédagogique aux côtés de Xavier Gallet. Florian Azoulay est responsable des cours à la table, où il enseigne l'analyse dramaturgique, l'histoire du théâtre, la diction, la lecture, le travail sur le vers et la musicalité de la langue. Florian Azoulay, bonjour. Bonjour. Donc Florian, tu es auteur, dramaturge, traducteur et metteur en scène, si je résume bien. C'est un bon résumé. Donc on peut commencer peut-être par une question un peu bancale, mais un peu métaphysique. Est-ce que le texte vient de la passion, ou est-ce que la passion vient du texte? Pour toi et de manière générale. Tout est affaire de passion. S'il n'y a pas de passion, comment se mettre au travail sérieusement? Mais peut-être que au-delà de cette notion un peu subjective, je parlerai moi de concentration. Il me semble que le travail du texte, le travail littéraire, c'est d'abord un travail qui demande de la concentration. On aime la littérature parce qu'on aime la concentration, finalement, qu'elle nous permet d'atteindre. Et on ne peut écrire, on ne peut faire de la littérature que parce qu'on atteint un degré de concentration. Mais oui, bien sûr, Lucas, tu as raison, la passion, elle est là, et elle est là avant elle le précède, elle vient après, enfin, en tout cas, elle est là. Je le disais, tout est affaire de passion. C'est une sorte de cercle vertueux, du coup? Oui, vertueux. Allez, on va dire qu'il y a peu de vertu dans la passion, souvent. Mais oui, en effet, oui, bien sûr. Et tu dirais que toi, ça t'est venu comment, cette envie de théâtre, cette passion, du coup? Oh, c'est une succession de choses qui seraient peut-être pas si intéressantes à raconter que ça, parce que c'est des accidents un petit peu de l'existence, vous voyez, des rencontres, des émerveillements, des intuitions, des vocations peut-être, même si le mot est parfois un petit peu lourd de sens, des vocations à des endroits, enfin, ou une vocation à un endroit. Bon. Il est certain en tout cas que il s'est avéré rapidement que je crois que l'un des endroits où je me sentais légitime d'exprimer quelque chose, c'était dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la littérature. Et dans le petit résumé que tu as fait en me présentant tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose que tu as omis, c'est la pédagogie. Je me sens pédagogue aussi, voilà. Et tout ça, tout ça fait que je peux dire aujourd'hui, oui, peut-être je suis un homme de lettres et que j'y suis venu au terme, j'y suis parvenu, enfin, au terme d'un chemin fait de tellement de choses, quoi. Et est-ce que j'y suis encore parvenu? Bon, ouais, en tout cas, je suis là où je suis, à la Salle Blanche, et en dehors de la Salle Blanche, dans tout ce que je fais, j'essaie d'y être pleinement et d'y mettre toute mon âme, toute ma concentration, tout mon sens de la rigueur et mon amour de la littérature et de ce qu'elle permet. Et du coup, est-ce que quand on s'intéresse à la littérature, à la langue, au texte, est-ce que la passion du théâtre, c'est parce que cette discipline permet d'être traversé par d'autres arts et d'autres disciplines? Là, le goût pour le théâtre, je le vois avec les étudiants ici, et puis en parlant avec tellement d'amis comédiens ou metteurs en scène. Enfin, le goût du théâtre n'est pas forcément lié au départ au goût pour la littérature. Il y a tellement de théâtre sans texte, et puis quand quelqu'un par exemple choisit le métier de comédien, il peut le choisir parce que ce qui le passionne, c'est l'incarnation, c'est le jeu, c'est le
collectif, etc. Et donc, ce lien-là, il n'est pas là forcément pour tout le monde. Pour moi, oui. C'est-à-dire que le théâtre est une manière bien particulière, bien, extrême d'une certaine façon, de faire de la littérature. Et reste, à l'endroit où je suis, avant tout un art littéraire. Mais s'il n'y avait que la composante littéraire au théâtre, on s'y ennuierait souvent et il suffirait de lire des pièces. Bon. Donc il y a autre chose, voilà. Mais je dois dire que si je suis moi venu au théâtre, c'est d'abord pour le goût pour la littérature. D'accord. Est-ce que ça se transmet? Est-ce que ça s'apprend? Et comment ça s'apprend, la dramaturgie, l'écriture, l'étude du texte? Mais j'espère que ça se transmet, parce que c'est ce que je tente de faire en tant que professeur ici à la salle blanche. Je l'espère. Qu'est-ce qu'on transmet? On transmet des éléments qui sont des éléments d'ordre technique, mais ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une dramaturgie classique, voilà, des charnières dramatiques, etc., etc. Bon, des schémas. Bon, on transmet des trucs d'auteurs professionnels, ou on transmet des analyses de pièces qui sont des pièces modèles, on pourrait dire. Voilà. Après, je crois que que j'essaie de faire passer au-delà de ces choses techniques importantes, c'est la concentration nécessaire à tout acte d'écriture. Je crois que comprendre comment est écrite une pièce, tenter soi-même d'écrire une pièce, de l'analyser, c'est avant tout un travail qui est un travail minutieux, un travail qui réclame une attention portée sur tous les détails, portée à la fois sur le mouvement général d'une œuvre, mais aussi sur les micro-événements de toute une œuvre, et puis après sur le texte lui-même, sur la matière textuelle elle-même, c'est-à-dire la ponctuation, enfin que sais-je, tous les temps, les champs lexicaux, etc., etc., même si ces termes-là peuvent faire un petit peu écho à des mauvais souvenirs pour ceux qui songent à leurs années de lycée, mais en tout cas écrire, comprendre comment un texte est écrit, comprendre, c'est un travail qui demande une attention vraiment particulière. Voilà, c'est ce que j'ai dit, quelques éléments techniques à posséder, mais c'est surtout après ce qu'on y met de soi. Et puis, souvent je dis, cela peut apparaître un peu, je sais pas, enfin, pas prétentieux, mais je crois que c'est important de comprendre évidemment la dramaturgie et la construction d'une pièce, comme, je ne sais pas moi, comme Phèdre, le Barbier de Séville, ou une pièce de Heiner Müller, ou que sais-je. Bon, mais là n'est pas l'intérêt au fond, pour moi. Je crois que comprendre comment une pièce est construite, c'est finalement comprendre comment nos vies se construisent. Et dans une existence, il y a, dans les rencontres avec des gens, enfin, dans les aventures dans lesquelles on se lance, enfin, il y a des moments d'exposition, il y a des dénouements, des situations, il y a des moments charnières, il y a des quiproquos, il y a des choses comme ça. Et parvenir finalement à comprendre le théâtre, c'est peut-être parvenir à moins subir son existence. Voilà, c'est ça un petit peu pour moi, je vais utiliser un terme, c'est un peu le super objectif que j'ai d'une certaine façon en enseignant. C'est l'objectif un peu caché, parce que les gens ici seront à la salle blanche pour apprendre un métier, mais on apprend de l'art pour sa vie, et on apprend de sa vie vers l'art, enfin, vous voyez. Tout ça, c'est un petit peu des vases communicants, des histoires de vases communicants. Et du coup, comment il a eu lieu ce cheminement pour arriver jusqu'à l'école La Salle Blanche? Et du coup, cet enseignement, cette part du coup pédagogique, cette manière d'aborder l'art. Xavier et moi avons toujours voulu avoir une école, enfin, toujours.
En tout cas, rapidement, quand on a monté notre compagnie en 2008, on s'est dit il faudrait fonder une école un jour. Voilà. Xavier a ensuite eu un poste de professeur d'interprétation au conservatoire. Il m'a demandé de l'accompagner en étant chargé de cours de dramaturgie dans sa classe, et j'ai élaboré avec lui ainsi plusieurs pièces pour les spectacles des journées de juin, etc., etc. J'ai découvert, en travaillant avec Xavier, le pédagogue subtil, désintéressé et novateur qu'il était. Et pour ma part, alors que j'avais déjà enseigné la dramaturgie dans des écoles privées, que j'ai enseigné pendant longtemps la littérature, j'ai trouvé aussi ma place à l'endroit de l'enseignement de l'histoire du théâtre, des différentes esthétiques, mais aussi même de la diction, de la lecture à voix haute, voilà. Et après avoir lancé un premier projet comme ça qui a avorté de dossier, c'était même un projet de dossier, enfin on a peut-être dû terminer le dossier, je m'en souviens plus exactement, bon bref, quelques années après, en travaillant avec Elisabeth à l'écriture d'une pièce commune, Majorana 370, que Xavier a mise en scène, elle nous a proposé de monter une école. Elisabeth, il faudrait l'interroger, mais enfin, je crois qu'elle est aussi passionnée par la pédagogie, vraiment, et être directrice d'un théâtre ne lui suffisait pas, si j'ose dire, et qu'elle envisageait son action dans le monde de l'art aussi à travers la fondation d'une école. Alors elle nous a demandé, et il est évident que la dimension expérimentale de notre proposition a dû lui plaire, et c'est pour ça qu'on a lancé cette salle blanche qui maintenant a 2 ans. Du coup, si on devait résumer le principe du travail à la table ici, la salle blanche. Le travail consiste d'abord en des cours qui sont des cours d'histoire du théâtre et d'histoire des esthétiques. On part de très très loin. On parle vraiment des premières manifestations, si j'ose dire, pré-théâtrales, enfin, le théâtre égyptien, l'épopée mésopotamienne, les récits épiques grecs, dithyrambes, etc., etc., pour arriver au théâtre grec. Évidemment, le théâtre anti-grec, le théâtre latin, le théâtre médiéval, jusqu'aux écritures contemporaines, voilà. Parallèlement à ça, beaucoup de travaux qui sont des travaux d'écriture. Alors ça, c'est pas mené par moi, mais c'est mené par la romancière et pédagogue sublime qu'est Cécile Ladjali. Ensuite, le travail à table, c'est aussi un travail qui se fait avec les différents intervenants, qui sont tous des spécialistes d'un domaine particulier et qui viennent afin de faire des exposés sur le théâtre élisabétain, sur les mystères au Moyen-Âge, sur, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, beaucoup de lectures à voix haute. Beaucoup de lectures à voix haute avec de la diction, parce que je pense évidemment que la littérature, pour un acteur, n'est pas simplement quelque chose de mental, mais bien quelque chose de physique et qui a besoin de passer évidemment par le son. Donc pas mal de diction. Bon, ça on pourrait dire travail à table, mais pas tout à fait à table. Diction, lecture à voix haute, voilà. C'est un petit peu à travers toute cette série comme ça de cours réguliers, un minimum de 6 heures par semaine, que se déroule ce que tu appelles le travail à table, mais qui est un travail à table, mais parfois on se met sur la table, parfois sous la table. Bon, c'est assez rare sous la table, mais parfois on renverse les tables en tout cas. Et du coup, j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns de ces cours-là. Et je suis venu à un cours et on s'attendrait à vous voir étudier un texte ou parler d'un auteur. Et vous avez écouté de la musique. Et du coup, ça m'amène à une question.
Est-ce que apprendre à être un comédien complet, c'est s'abandonner totalement au travail de sa discipline, ou est-ce que c'est un travail sur s'ouvrir à ce qui est autre? Mais c'est s'abandonner à ce qui est autre si on considère que la musique est autre chose que du théâtre. Enfin, le théâtre se confond dans l'histoire de toute façon avec la musique. Le théâtre grec antique est un théâtre musical et l'opéra est une expression théâtrale. Et un comédien a son propre chant particulier. On a tendance peut-être à penser aujourd'hui, ça c'est le diktat un petit peu de la télévision et d'un certain cinéma, que l'art de l'acteur repose uniquement sur le réalisme psychologique et sur le naturalisme et sur l'atonie dans la voix, etc. Mais non. Tout montre là que, évidemment, c'est une séquence, il faut apprendre ça, enfin, et on le fait ici, mais le théâtre a à faire avec la musique, et écouter de la musique, écouter des opéras, et penser le développement d'un chant, c'est potentiellement pouvoir interroger son propre chant, qui évidemment n'est pas de même nature, mais qui reste quand même une forme de chant. Si tu devais me dire un seul, qu'est-ce que c'est le grand enjeu de la lecture du texte pour un comédien? Il me semble que la lecture réussie, c'est celle qui parvient à mêler dans un équilibre très difficile à atteindre la question du son et la question du sens. Ne s'interroger que sur la musicalité d'un texte, par exemple, c'est risquer de ne pas faire parvenir le sens d'un texte. Ne s'interroger que sur le sens d'un texte et n'être attentif qu'à ça, c'est peut-être refuser de s'abandonner à une forme de lyrisme, même si le mot peut faire peur, hein, enfin je comprends, mais renoncer à la sensualité du sens. Voilà. Et donc une lecture réussie et telle que moi je souhaite continuer à la travailler avec les étudiants de la Salle Blanche, une lecture réussie, c'est celle qui se trouve voilà sur ce fil-là, très très fragile, enfin, entre voilà la question du sens et la question du son. D'accord. Du coup, cet après-midi, il y avait une représentation de la première promo qui arrive bientôt au terme de ces 2 années. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le principe de la construction de ce spectacle? L'année dernière, je crois comme tout le monde, on a été un peu tous pris de court par la pandémie et la violence qu'elle a engendrée en termes de privation des libertés, en termes de travail. Enfin, il a été très difficile de travailler en visio, etc., etc. Nous étions au départ partis sur un tout autre projet d'écriture, mais cette réalité anxiogène, on a décidé de la prendre à bras-le-corps. Et là, pareil, comme je disais, comprendre sa vie et faire et la littérature, évidemment, avec le souci de lire et de beaucoup lire sur le sujet, mais aussi de comprendre ce qui nous arrivait. Voilà, un acteur, c'est aussi un acteur et un artiste. Je veux dire, c'est un témoin de son temps, qu'il l'aime, qu'il le déteste, qu'il en fasse l'éloge ou la critique, enfin peu importe, il doit comprendre son temps. Donc, on a pris ce risque-là, c'en est un d'une certaine façon, en collant à l'actualité, d'essayer d'avoir une parole quand même. Et alors même que les gens sont dans les tourments, dans la souffrance, dans la révolte ou l'obéissance, bon, eh bien, on a fait ce pas de recul, qui est le pas de recul
pour moi, un artiste doit faire s'il souhaite être un individu pleinement impliqué dans la vie de la cité. Et ça, je le ressens, et je crois que les élèves qui sont là l'ont ressenti aussi. Ce n'est pas du tout par opportunisme qu'on s'est lancé dans ce texte, donc qui s'appelle La grande peur des biens portants. Alors, ça s'est passé de manière assez simple. On a rassemblé un certain nombre de textes qui traitent du sujet. Donc on a lu des livres, des pièces, des poèmes, enfin évidemment de La Fontaine à Mirbeau, à Daniel Defoe, à Camus, à Hervé Bazin. Bon, on a lu des tonnes et des tonnes de pièces, et puis d'ouvrages et de textes scientifiques aussi, bref, d'articles. Bon, et on a décidé ensuite de resserrer le travail autour d'un corpus qui nous semblait être pertinent par rapport à ce qui se passait vraiment et qu'on allait pouvoir adapter. Voilà. Donc, nous avons choisi de travailler sur l'épidémie, qui est une petite farce moralité un petit peu de l'auteur Octave Mirbeau, auteur anarchiste s'il en est. Ensuite, on a travaillé un petit peu autour de Camus et de la littérature, Camus avec l'état de siège, et de la littérature post-apocalyptique américaine, très nombreuse, qui parle beaucoup d'épidémies, de choses comme ça, et on a choisi d'adapter quelques passages de l'œuvre de Stephen King, Le Fléau. Voilà. À partir de là, de tous ces textes, on a réélaboré une dramaturgie, tous ensemble, sous ma direction bien sûr, mais tous ensemble. On a réécrit des choses complètement, on a déplacé, etc. Et on a produit cet objet-là, La grande peur des biens portants, qui est un objet qui essaie qui est une réponse, la réponse qu'on voulait faire, pas de manière ni dogmatique, ni révoltée, mais la réponse qu'on voulait faire en tant que artiste, en tant qu'intellectuel, en tant qu'acteur, qu'on voulait faire à la période qu'on est en train de vivre. C'est un travail de troupe, quasiment. Ah oui, de toute façon, pour moi, et Xavier dirait, je pense, la même chose, enfin, une promotion de la Salle Blanche, c'est une tentative de troupe. Alors on verra, est-ce que les gens vont se constituer en troupe, mais je sais par exemple que pour la seconde promotion, il y a déjà une troupe qui est en train de se constituer. Bien sûr, c'est l'idée, c'est l'idée du collectif, vraiment. C'est l'idée d'un travail collectif où chaque individu, évidemment, est respecté, enfin, je ne sais pas comment le dire pour pas faire peur, enfin, évidemment que cela nous importe, mais de toute façon, le théâtre, c'est un art où il faut de temps en temps mettre de côté sa propre, sa propre individualité égoïste pour essayer de se fondre dans un projet qui est un projet de groupe. Donc oui, bien sûr, la promotion n'est pas simplement une promotion à la Salle Blanche, c'est pas simplement l'addition de gens tous différents les uns des autres, c'est aussi la tentative de créer une troupe. Et peut-être pour finir du coup, si pour un mot de la fin, si tu devais me donner une phrase, une citation qui résume un peu ce qui se fait ici, et nous donner un livre qu'il faut lire absolument, ou un auteur qu'il faut absolument connaître. Oh là, c'est une question très très difficile. Alors là, tu me prends un peu en traître là. J'aurais du mal à conseiller un livre. Bon, là, par exemple, les gens qui viendraient voir la pièce, je leur dirais, écoutez, plongez dans Mirbeau, allez lire La grève des électeurs, l'épidémie. Si vous n'avez jamais lu de Stephen King, malgré
je veux dire, la mauvaise presse qu'il peut avoir auprès des gens sérieux de l'université. Allez voir le romancier qu'il est, la puissance des romans de King, notamment Le Fléau. Enfin, relisez Camus et voyez à quel point dans la fiction de Camus on retrouve des éléments qui font écho tellement à ce qu'on est en train de vivre. Donc j'aurais du mal à conseiller un livre, d'autant que il me semble que dès lors qu'on a lu un livre, il faut lire tous les livres. Donc le conseil que je peux donner de lecture, c'est lisez tous les livres que vous avez sous la main. Les bons comme les mauvais, passez vite sur les mauvais, ne les lisez pas jusqu'au bout, jetez-les contre le mur, mettez-les à la poubelle, donnez-les. Mettez-les de côté, puis revenez après dessus. Mais s'il y a un seul livre à lire, c'est tous les livres, précisément. Voilà, c'est un peu un peu borgésien ce que je dis, mais il me semble en effet que de toute façon, dès lors c'est un petit peu une malédiction dès qu'on est un lecteur. Hein, je veux dire, lire un livre, c'est lire tous les livres. Et ensuite, une citation, j'aurais du mal aussi à dire ça, à en donner une. Je crois que on essaie, dans la salle blanche, de donner un enseignement qui est tout sauf anecdotique et qu'on tente dans un monde professionnel comme celui du métier de l'acteur, qui est un monde assez normatif, enfin, où on dit aux gens, si vous voulez réussir, c'est ça qu'il faut faire, il faut décrocher ceci, un agent, les castings, les machins, etc., etc. C'est comme ça qu'il faut procéder, voilà la hiérarchie, voilà machin. Hein. Je crois qu'on essaie d'inviter nos laborantins et nos laborantines dans l'invention de leur métier. Ce métier doit s'inventer, doit se réinventer tout le temps. Et si tant est qu'ils ne parviennent pas, parce que ce sont des artistes singuliers, certains, à entrer dans les cadres préconçus du milieu, eh bien il faut qu'ils inventent ce qu'ils ont à dire et comment ils veulent le dire, et voilà, les choses ne se passent pas comme tout le monde dit que cela doit se passer, voilà. Et j'espère que avec Xavier, grâce à Elisabeth et avec tous les intervenants, on parvient à leur transmettre ce goût-là, c'est-à-dire le goût de l'aventure artistique. Transmettre un peu la passion. Mais on en arrive à la passion, cher ami, mais je suis d'accord avec toi. C'est la passion, une passion bien concentrée, et puis parfois déconcentrée, après tout, pourquoi pas, enfin, mais je veux dire, oui. On a besoin, je voudrais pas terminer comme ça en sortant les grandes orgues, mais en tout cas, on a besoin de passion, ça c'est certain, et on a besoin de clarté dans un monde peut-être de plus en plus complexe, et je pense que l'acteur, même si on le perçoit peut-être comme un mercenaire qui va un coup se vendre ici, un coup se vendre là, qui peut passer de telle esthétique à telle esthétique, un acteur se doit d'avoir une colonne vertébrale éthique, une colonne vertébrale esthétique, et que contre vents et marées, il faut qu'il avance et il faut qu'il parvienne à être toujours lui-même dans des projets qui sont des projets collectifs qui vont, voilà, il faut qu'il accepte de se déplacer, mais de se déplacer toujours dans le cercle qu'il aura choisi de s'aventurer, dans lequel il aura choisi de s'aventurer. C'est un beau mot de la fin, je pense. Bon, c'est gentil parce que j'ai l'impression de m'être embrouillé à la fin. Mais je me suis embrouillé, mais j'espère que c'est bien clair, voilà. Et c'est ça vraiment l'aventure de la salle blanche. Et quelle chance de pouvoir le faire. Quelle chance de pouvoir maintenant, au terme pour moi d'une carrière durant laquelle j'ai joué, j'ai écrit, j'ai adapté, j'ai mis en scène, enfin voilà, de pouvoir témoigner de tout ça et puis encourager ces artistes-là à advenir dans un monde complexe, mais passionnant. Merci beaucoup Florent. Mais merci Lucas, merci à toi.